à toutes les transgressions, mais qui les cède après un débat. Et effectivement, en France, il y a quand même une œuvre de résistance intellectuelle, de résistance politique. Et c'est peut-être ce qui fait notre singularité, c'est que les transgressions ne passent pas comme une lettre à la poste, parce qu'il y a des gens qui sont courageux, et notamment le député Patrick Hetzel. Et donc maintenant, la dernière partie de ce colloque, c'est vraiment répondre à la question de Lénine, hein. Que faire? Et donc, aussi bien que faire quand on est un élu de la nation et qu'on a une responsabilité, comment on peut faire pour résister à son niveau, ou que faire quand on est confronté à des demandes. Là, ça sera ce que vous dira peut-être Jeanne Amourou, qui accompagne des patients qui sont donc en soins palliatifs. Donc, que faire au niveau politique? Que faire au niveau médical? Monsieur le député, c'est à vous, je vous cède la parole. Merci infiniment. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier Ictus de permettre d'abord ce débat et puis vous remercier aussi de m'avoir convié. Alors vos propos sont particulièrement sympathiques. Je ne me perçois pas forcément comme très courageux, simplement j'ai envie de dire je ne peux pas faire autrement. Il y a un certain nombre de combats qu'il faut absolument mener et je crois que c'est absolument inéluctable. Je voudrais ce soir simplement revenir sur quelques éléments, en reprendre peut-être deux qui aujourd'hui me frappent un petit peu dans la manière dont les choses avancent. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, ce qui me perturbe beaucoup dans ce débat, ce sont les mots qui sont utilisés. Vous étiez plusieurs à y faire référence. Il y a une sorte d'inversion je dirais, de la manière dont on utilise les mots. Vous avez entendu le président de la République, effectivement, parler d'une loi de fraternité. On peut véritablement en discuter et c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que c'est exactement l'inverse, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais là où c'est encore plus inquiétant, c'est que il est des sujets pour lesquels on n'a pas le droit de se tromper de mots. Et quand je dis on n'a pas le droit de se tromper de mots, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le droit de tromper les concitoyens. Or, vous avez vu que le texte même parle d'aide à mourir. Vous étiez aussi plusieurs à y faire référence. Il y a une sorte d'euphémisation parce qu'on ne veut pas utiliser les vrais mots, puisque en réalité, ce dont il est question, c'est de suicide assisté et d'euthanasie. Et le fait que sur un sujet comme celui-ci, qui est un sujet éminemment éthique, on n'ait pas l'éthique fondamentale consistant à utiliser les mots qu'il faudrait utiliser, pardon, c'est une formule un peu politicienne, mais je ne résiste pas quand même de vous la livrer. Je trouve que là, le président de la République est particulièrement mal inspiré. Il cite souvent Ricoeur. Là, il devrait s'inspirer de Ricoeur plutôt que de Machiavel. Mais en fait, là, il est vraiment dans le règne de Machiavel, c'est-à-dire qu'en en fait, il avance relativement masqué. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de nos concitoyens ne réalisent pas ce que ce texte amène de négatif. Et en réalité, il y a un habillage éthique alors que fondamentalement, on est à 180 degrés de ce que l'on appelle généralement l'éthique. Mais ces questions-là, on les retrouve à d'autres endroits. Effectivement, je reviens en arrière sur les lois bioéthiques. Pareil, tu es monté au créneau, on avait y compris un débat juridique, faut-il faire un recours devant le Conseil constitutionnel? J'avais considéré qu'il fallait le faire, notamment sur la question de l'eugénisme et de l'interdit de l'eugénisme, parce que ce sont ces questions-là qui reviennent. Et elles reviennent à différents endroits. C'est cette question du rapport à l'autre et de la manière dont on conçoit le vivre ensemble et la manière dont on construit cette relation à l'autre. Et ça dit beaucoup parce qu'en fait, on parle de fraternité et d'éthique, alors qu'on met de côté toutes ces préoccupations autour de la vulnérabilité. Et d'ailleurs,
si vous regardez les débats que nous avons eus en commission spéciale, j'ai fait partie de ceux qui ont essayé d'amener le sujet en disant, mais attendez, aujourd'hui, en France, il y a tous les ans 500 condamnations, des condamnations pour abus de faiblesse. Donc ça existe déjà. Et ça, ce sont des condamnations. Donc on peut partir du principe que le nombre d'abus de faiblesse est sans doute supérieur à ces 500, puisque ce sont 500 condamnations. Donc il y a un vrai sujet qui est un sujet de fond, qui est aussi la place que l'on accorde à l'autre, quelle que soit sa situation, la place de la vulnérabilité. C'est là où, d'ailleurs, c'est un élu, je ne sais même plus d'ailleurs, en tout cas de droite, qui permet de dire cela. Je suis frappé. C'est vrai qu'en général, à droite, on est davantage préoccupé par la liberté que par la question de la fraternité. Mais c'est vrai que là, ce qui est incroyable, je suis frappé de voir combien d'élus de gauche ont totalement abdiqué la question de la fraternité et sont quasi exclusivement sur la défense de libertés individuelles. Mais qu'est-ce que c'est que nos libertés individuelles si nous ne vivons pas en société, et donc si nous ne prenons pas en considération les autres, et donc le fait d'être en société. Alors fort heureusement, et Pierre Jovaille faisait référence, il y a encore un certain nombre d'élus de gauche qui mènent ces combats parce qu'ils ont conscience que l'on touche en fait à l'essentiel, mais il y a des choses assez troublantes. Deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est que d'habitude, lorsque l'on légifère, il y a deux grands principes qui doivent s'appliquer. Premier principe, lorsqu'on légifère, on fait une analyse détaillée de la situation existante. Et donc, quand je dis on fait une analyse de la situation existante, on essaie de faire un état des lieux en disant qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Or, il y a aujourd'hui on a un état du droit, ça s'appelle la loi Claes-Leonetti. Cette loi dit un certain nombre de choses. Et en fait, première chose très, très, très choquante, c'est que nous sommes en train de légiférer sur une étape nouvelle sans que l'on ait un véritable bilan de la loi Claes-Leonetti. Et donc, ça, c'est assez troublant parce que, en fait, pardon, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais on navigue à vue parce qu'en fait, on pose des bases sur des choses qui, en réalité, n'ont pas été évaluées en tant que telles. Et puis ensuite, ce qui, jusqu'à présent, a été quand même l'une des grandes conquêtes au cours des dernières décennies, ce sont les soins palliatifs. Et les soins palliatifs ont amené une vraie rupture aussi dans la manière de pratiquer, dans la mesure où les soins palliatifs, à un moment donné, on dit attention, il ne faut pas que la médecine soit, j'allais dire, omnipuissante. Et à un moment donné, oui, il peut y avoir de l'acharnement thérapeutique. Et donc, nous devons aussi lutter contre cet acharnement thérapeutique parce que cet acharnement thérapeutique, d'une certaine manière, c'est oublier la place légitime du patient. Donc, les soins palliatifs sont nés de là, en disant il faut qu'on trouve d'autres voies et donc que l'on prenne en compte la question du soin. Et en fait, ce qui là aussi est extrêmement troublant, c'est que on est en train, d'ailleurs, regarder les débats, chaque fois on essaye d'évoquer les soins palliatifs et on essaye de les repousser en disant non, mais il faut envisager les choses différemment. Et là aussi, alors que jusqu'à présent, dans le Code de la santé, on parle de soins palliatifs, ils existent, ça a été, j'allais dire, normalisé dans le Code de la santé, eh bien, aujourd'hui, le terme qui est utilisé, ce sont les soins d'accompagnement dans le nouveau texte de loi. Mais en fait, quand vous regardez les soins d'accompagnement, c'est aussi une manière d'euphémiser, puisqu'en réalité, c'est mettre vraiment le virus dans un corps sain, puisque ça revient à inoculer le virus de l'euthanasie, là où justement on avait une autre proposition. Parce que la grande conquête des soins palliatifs, c'était de dire je te tiens la main, mais à aucun moment je ne vais te tuer. Et en fait, là, on est en train de nous dire, et d'ailleurs, pareil, pardon, la formule est un peu triviale, mais la ministre de la Santé a fini par cracher la Valda. À un moment donné, je l'interroge, Madame la ministre, est-ce que dans les maisons d'accompagnement, il y aura de l'euthanasie? Elle a fini par dire oui.
Sauf que ces maisons d'accompagnement sont des maisons dans lesquelles on fera des soins palliatifs. Et donc, vous voyez le problème. Donc, en fait, là aussi, il y a quelque chose qui est assez problématique dans la manière dont les choses avancent, c'est-à-dire qu'en plus, on est en train, comment dire, quelque part, de polluer des endroits qui, jusqu'à présent, étaient justement dans une toute autre philosophie. Et en fait, mettre du suicide assisté et de l'euthanasie dans des endroits où en réalité on avait un autre projet de société, un autre projet pour les autres, c'est aussi assez terrifiant, mais je pense qu'il y a, il y a un autre témoignage dans quelques instants qui évoquera cette question. Donc ça, c'est très troublant. Et donc nous étions aussi un certain nombre, depuis plusieurs mois, à plaider en faveur de l'existence à minima de 2 textes. Et quand je dis à minima de 2 textes, je voudrais en finir par ce point précis qui me préoccupe justement, mais enfin, je suis seul à être préoccupé par ça, c'est qu'on va introduire des dispositions concernant le suicide assisté et l'euthanasie, alors même qu'aujourd'hui en France, et la SFAP le dit clairement, il y a tous les jours entre 400 et 500 personnes qui devraient pouvoir accéder à des dispositifs de soins palliatifs qui ne peuvent pas y accéder. Donc, vous voyez le problème, c'est-à-dire qu'en réalité, ce qui, moi, me trouble, c'est que, bon, de toute façon, j'ai un problème de fond avec suicide assisté et euthanasie. Mais même si j'essaye de mettre dans la disposition en disant on le développe, comment peut-on développer du suicide assisté et de l'euthanasie alors que nous n'avons pas les garanties minimales concernant l'accès aux soins palliatifs? Donc on est un certain nombre aussi, on a défendu des amendements pour en faire un droit opposable en disant attendez, est-ce que nous sommes certains que toute personne qui va demander un suicide assisté, eh bien, tout a été fait pour justement lui proposer. Bon. Et là, on voit bien qu'il y a 2 visions. Et ces 2 visions, c'est qu'il y a ces forces autour de l'ADMD qui veulent pousser un projet. C'est un vrai projet politique avec des militants qui sont convaincus. Ils sont matérialistes, individualistes, et ils considèrent que leur projet, évidemment, est légitime parce que ça doit être finalement, pour eux, c'est la dernière conquête. Et donc, on voit bien où ils veulent en venir. La dernière conquête, c'est que évidemment, il n'y a plus de transcendance, c'est-à-dire que c'est l'homme qui décide pour lui tout seul, et ça s'arrête là. Et je pense que c'est un combat qu'il faut que nous menions. Alors, sans doute sera-t-il en partie perdu sur certains aspects au Parlement, mais je pense que quel que soit le cas de figure, on va quand même, on va se battre, parce que d'abord, une bataille qu'on n'a pas livrée, c'est sûr qu'on ne peut pas la gagner. Donc on va continuer à se battre jusqu'au bout. Mais c'est aussi l'occasion de porter quand même un certain nombre de messages, parce que l'avenir n'est jamais écrit. Et je pense qu'il faut là aussi sensibiliser un certain nombre de nos concitoyens sur les lignes rouges qui viennent d'être franchies en commission spéciale la semaine dernière. Ça a été dit, suppression de la référence au pronostic vital, suppression de l'exception euthanasique, puisqu'en fait, ça devait être une exception, ça peut devenir la règle. On voit bien une dérive assez forte, et d'une certaine manière, en fait, ça illustre. Moi, je pensais que ces choses-là allaient sans doute venir dans 10 ans. Eh bien non, en fait, un certain nombre de militants présents dans cette commission ont poussé pour que cela potentiellement advienne plus vite. Donc je pense que plus que jamais, il faut que nous soutenions celles et ceux qui se battent aussi pour porter un autre message. Et aujourd'hui, je considère que ce message, il est porté par les professionnels de santé engagés aussi dans les soins palliatifs. Et donc, plus que jamais, il faut les soutenir. Et je me permets par cette façon-là de vous passer la balle au bon.